Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Tout de suite, les titres de ce dimanche 19 juillet. Offrir un toit aux étudiants des archipels. À la mission, l'église protestante Maori réhabilite en urgence d'anciens locaux pour créer un foyer. Un chantier sur mesure misant sur la récupération pour accueillir 42 jeunes dès la rentrée. Du Fénois au parquet américain. Rencontre dans ce journal avec le basketteur Rahiti Tinirawari. À 18 ans seulement, il décroche des offres dans 3 universités de Division 1. Une première historique pour le sport polynésien. Et puis, escale au Tuamotu dans ce journal. À Fakarava, nous avons assisté à un spectacle quotidien impressionnant. Chaque fin d'après-midi, des requins dormeurs viennent frôler le rivage au pied de la maison de Tahiri, un habitant de l'île. Soulagement pour les familles des archipels face à la crise du logement étudiant et après la fermeture du foyer des îles. L'église protestante se mobilise. À la mission, une ancienne école est en chantier pour accueillir 42 jeunes dès la rentrée. Le reportage de Johanna Martinez et Jeanne Tinoroy. Pour accueillir les futurs pensionnaires, les bâtiments ont dû être entièrement repensés. Les anciens locaux, qui ont connu plusieurs usages au fil des années, sont aujourd'hui adaptés à leurs nouvelles fonctions. Au départ, c'était un centre documentaire d'information qu'on a transformé en école maternelle, donc avec des petits hauts de à peine 1,20 m. Et maintenant, il faut tout réadapter à des jeunes adultes. Et donc, vous imaginez, les toilettes pas du tout adaptées, la taille, la configuration. Et donc, c'est, j'allais dire, un gros travail de Lego, respecter les règles, respecter les conditions d'utilisation et faire en sorte que nos enfants soient bien lorsqu'ils viendront là. Pour limiter les coûts et malgré une aide du pays, l'équipe mise aussi sur la récupération et la réutilisation de matériaux déjà existants. Lorsque nous avons transformé l'ancien internat de Taravao en lycée agricole, nous avons supprimé l'étage et donc cet escalier n'avait plus lieu d'être là-bas. Mais au lieu de le mettre à la déchetterie, nous l'avons récupéré, nous l'avons adapté et on va dire on lui redonne une seconde vie. C'est une volonté de l'église protestante maorique de s'occuper un peu des élèves qui sont dans les îles et notamment ceux qui ont besoin de venir au lycée, de venir au collège, que ce soit des îles australes ou alors tout simplement de Moorea. Sur une superficie de 67 hectares, l'église protestante souhaite élargir son offre aux étudiants avec des activités sportives, culturelles et agricoles. Le foyer pourrait ouvrir dès la rentrée prochaine. C'est un voyage à travers un siècle et demi d'histoire maritime. Au musée de Tahiti et des îles, une baleinière traditionnelle des Tuamotu est en pleine cure de jouvence. Pour dévoiler les secrets de cette restauration minutieuse, une journée avec le public est organisée ce mercredi. Les détails avec Léa Gugelman. Cette baleinière de 8,25 m se refait une beauté. Construite vers 1880 et originaire des Tuamotu, cette embarcation fait l'objet d'une seconde campagne de restauration. Un travail minutieux. Près de 70 heures consacrées au bois et aux fibres de coco qui composent l'œuvre. Je refais un tout petit peu de retouche sur les nouveaux nappés pour qu'ils se voient un petit peu moins parce qu'ils sont très clairs à l'origine. Donc je fais une retouche à l'aquarelle pour les foncer un peu pour qui ressemblent un peu plus aux nappés originaux qui ont juste été consolidés. Là, l'idée c'était de conserver le plus possible les nappés originaux et de n'intervenir que quand c'est nécessaire en rajoutant les nappés quand c'est vraiment structurel. Une intervention volontairement minimaliste afin de préserver au maximum l'authenticité de cette embarcation. Le défi, c'est de la conserver toujours plus. C'est-à-dire que nous, ce que l'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de perte de matière. Qu'il n'y ait pas de risque de cassure supplémentaire. Donc c'est que déjà l'objet soit stable en un. Après, et ça c'est ce qu'on appelle la conservation curative. Après, bien sûr que esthétiquement, on souhaite aussi qu'elle soit, appréciable aux yeux du public. Le travail de conservation déjà c'est pour transmettre à nos générations futures. Le principe donc effectivement de tout ce que l'on garde en musée, c'est d'abord effectivement de pouvoir comprendre certains objets, des techniques traditionnelles, des choses
qu'on est capable ou plus capable de faire. Cette restauration est aussi une opportunité pour la recherche. Des prélèvements sont réalisés afin d'identifier la gomme autrefois utilisée entre les fibres de coco. Des analyses qui permettront de mieux comprendre les techniques de fabrication traditionnelles. Le musée a également fait appel à une artisane locale dans cette opération de conservation. Nous avons fait appel à une artisane, une vannière spécialiste des Tuamotu, qui est Tevahine Teariki, et qui, à notre demande, a réalisé un lot de nappés, donc de tressage en fibre de coco, parce que la baleinière est constituée de planches assemblées et originellement maintenue par ces liens en nappé. Et c'est notre but absolu de continuer à développer la recherche en partenariat avec ces communautés, parce qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir et pouvoir contempler les objets, mais de continuer en collaboration avec les personnes ressources à développer ce savoir et la préservation de ce patrimoine. Au-delà de l'embarcation, c'est tout un héritage qui est préservé. Fragile, ces œuvres racontent l'histoire des savoir-faire traditionnels polynésiens. Du basketball à présent, avec le rêve américain à portée de main. À 19 ans seulement, le Tahitien Rahiti Tinirawari franchit un cap décisif. Après 4 ans à briller sur les parquets des États-Unis, il intègre une université de première division à la rentrée. Un parcours exceptionnel capturé par Désiré Taivao. Dribble, tir, déplacement. Les gestes sont répétés encore et encore. Cette saison, Rahiti Tinirawari a franchi un cap en se mesurant sans complexe aux meilleurs lycéens américains. Ses performances lui permettent aujourd'hui d'avoir le choix entre 3 universités de Division 1, une première pour un basketteur polynésien. La première université, c'est LMU de Californie, Division 1. Et deuxième, c'est Utah State, qui est à Utah. Et la troisième, c'est Texas A&M, qui est au Texas, une des meilleures universités de Division 1. Juste en haut de Division 1, c'est la NBA, donc c'est vraiment professionnel maintenant à ce point-là, donc il faut vraiment prendre les choses au sérieux, tu vois. Je pense que la première chose que je vais regarder, c'est ma relation avec les coachs et aussi combien de temps on me fait jouer et tout ça. Et aussi l'école, si je me sens bien, et l'environnement et tout ça. Avant de retrouver les parquets américains, Rahiti affûte aussi son physique. Saut, accélération, pliométrie. Chaque exercice a son importance et chaque détail compte. Le basket, c'est un sport terrestre avec beaucoup de jump, donc du coup il faut une chaîne postérieure très forte, il faut être très explosif parce qu'il faut restituer la force donnée par le sol. Il faut qu'il arrive aussi à courir, à se déplacer sur le terrain. Du coup, le fait de travailler l'explosivité, ça va nous permettre vraiment d'être efficient sur tous les mouvements qu'il peut retrouver lui au basket. Je sais travailler encore les jumps, explosivité, rapide allant, tout ça. Et on a juste travaillé, continuer à travailler et tout. Sur cette séance, Rahiti s'entraîne avec son grand frère Roonui Tinirawari, meilleur buteur de Ligue 1. À chaque exercice, ils se poussent mutuellement. Un défi permanent pour se tirer l'un et l'autre vers le haut. Toujours un plus d'avoir mon frère, puisqu'il a étiqueté et tout. C'est bien d'avoir son aide et d'être compétitif, quoi. Depuis son départ du Fénois, Rahiti Tinirawari n'a cessé de gravir les échelons. La Division 1 valide le chemin parcouru. À partir de maintenant, il lui reste à écrire la suite. Direction l'Erarumatei, après plus de 3 semaines de ferveur et de festivités, le Heiwai Huahine 2026 s'est achevé en beauté hier soir. Sur la place Marara, la grande cérémonie de remise des prix est venue récompenser les performances en chant et en danse des 7 districts engagés. Au classement général comme en catégorie danse, c'est la troupe Tamari Fare, menée par Rebecca Tepa, qui s'impose cette année. En chant, le premier prix revient au groupe Tamari Parea. On reste à Huahine avec un pan méconnu de l'histoire maritime qui refait surface. Dans son dernier livre, l'autrice et navigatrice Sandrine Pierrefeu s'est intéressée aux femmes qui ont bravé les océans à travers les époques. De la Polynésie aux mers du globe, elle retrace le parcours de 65 navigatrices et plongeuses. Les détails de ce projet avec Léa Gugelman.
Yorana, je m'appelle Sandrine Pierrefeu. Je vis en Bretagne, mais j'ai grandi en partie en Polynésie. J'ai toujours écrit et navigué. Le dernier livre que j'ai publié s'appelle Une histoire de la navigation au féminin. J'en ai fait un hommage aux femmes navigatrices dans le monde et au fil de l'histoire. Quand j'étais jeune fille, qu'il a fallu choisir mon orientation, on ne m'a pas proposé d'être marin. C'était juste aux hommes qu'on les proposait. Donc il m'a fallu une vingtaine d'années avant de me dire « moi aussi je peux être marin ». Et du coup je trouvais important de mettre les femmes au centre de cette histoire maritime pour que les petites filles, les jeunes filles, aujourd'hui, s'interdisent pas la mer. Ceux qui ont écrit l'histoire que je connais moi en tant qu'Européenne, ce sont des Européens du 15e, du 16e, du 17e siècle. Et ces gens-là évinçaient les femmes de l'océan. Elles portaient malheur, elles n'avaient pas leur place, elles devaient être à la maison. Et en fait, c'est pas du tout l'histoire générale, globale, mondiale et océane est peuplée de femmes. Les Inuits naviguaient, il y avait des bateaux de femmes. Les Polynésiennes naviguaient, elles pêchaient, elles faisaient des migrations. Elles ont migré avec leur peuple, évidemment, il y a 3000 ans quand les îles de Polynésie ont été peuplées, il y avait évidemment des femmes, elles faisaient partie de la tradition. Et aujourd'hui, sur les grandes pirogues doubles qui voyagent, comme au Kuléa en 76 et puis celle d'aujourd'hui, il y en a dans tout le Pacifique. Il y a des femmes capitaines, il y a des femmes pilotes. C'est extrêmement inspirant pour nous qui sommes des navigateurs étrisses modernes d'aller voir comment les navigateurs étrisses du grand océan s'en sortait sans les GPS. L'an passé, j'ai passé le passage du nord-ouest et on est très proche du pôle nord, donc le compas magnétique ne fonctionne plus. On cherchait l'angle des vagues, je mettais une ficelle comme faisaient les anciens Polynésiens pour voir l'angle des vagues et la garder. Je regardais les ombres, je regardais les nuages, j'essayais de prendre l'angle du vent et évidemment les étoiles, c'était pas les mêmes constellations, mais ça nous a extrêmement aidés. On appelle ça la navigation sensorielle aussi. Direction les Tuamotu pour un spectacle quotidien et presque irréel. À Whakarava, des requins dormeurs quittent le large chaque fin d'après-midi pour rejoindre le rivage. Rendez-vous au pied de la maison de Tahiri, un policier municipal à la retraite. Immersion sur place avec Jessica Doucet. Quand le lagon s'apaise, le même rituel se met en place. Vers 16h, les premiers requins apparaissent au bord de l'eau, une dizaine, parfois une vingtaine. Ils évoluent à quelques centimètres du sable, dans très peu d'eau. Depuis sa terrasse, Tahiri observe cette scène devenue presque ordinaire. Pour lui, ces visites régulières s'expliquent simplement. Des restes de poissons rejetés dans le lagon auraient créé une habitude alimentaire. C'est quoi ces requins qui viennent te rendre visite tous les jours? C'est par habitude, peut-être. Pour moi, c'est peut-être l'endroit pour se reposer, une sorte de parking. J'arrive par là, je se repose, après continuer. Les mâles, c'est rare qu'on les voit. On sent quand ils arrivent, les femelles commencent à s'enfuir. C'est qu'il y a un mâle quelque part. Elle reste combien de temps à peu près? Ça dépend, des fois 1 heure, des fois 2 heures, des fois voire plus, ça dépend. Il y a des jours où elles ne viennent pas. Si elles ne viennent pas, c'est normal, c'est que ça a invité ailleurs. C'est comme ça que tu le vois? Ouais, je vois comme ça a invité ailleurs. Il y a des gens qui ont été à la pêche et qui leur ont donné à manger. Une présence qui impressionne habitants et visiteurs, surpris de découvrir ces prédateurs si proches des habitations. Tahiri, du coup, c'est devenu une attraction. Les touristes qui viennent, j'aime bien voir, mais moi, ça me plaît d'être avec eux. J'ai eu des retours sur Facebook, des gens des commentaires, soit disant que c'est moi qui les emmène, alors que c'est eux qui viennent chez moi. Tu n'as rien demandé? J'ai rien demandé. Et ils aiment bien venir chez moi, la preuve. Ils sont là presque tous les jours. Et les soirs, ils sont là, ils attendent, et quand on éteint la lumière, ils sont là. Avec le temps, cette scène est devenue un rituel local, une rencontre quotidienne entre l'homme et les requins dans un lagon où la nature impose encore son rythme. Avant de nous quitter, voyage à Rapa Nui où la préservation de l'île est une priorité absolue. Pour protéger leur patrimoine mondial unique, les autorités encadrent strictement le tourisme. Accès réglementé, guides certifiés et transmission culturelle sur le terrain. Voyage au cœur de ce modèle de gestion avec Mereteato. Falaises volcaniques, grottes millénaires et vestiges sacrés. À Rapa Nui, chaque site raconte une histoire.
Mais pour y accéder, une règle, respecter un cadre strict mis en place par la communauté locale. Là, c'est des touristes espagnols qui ont passé, des fois, comme on dit, ils disent qu'ils n'ont pas vu, machin, qu'ils ne savaient pas, mais ils savaient bien. Il faut toujours acheter l'étiquette et venir avec un guide certifié ou un guide de Rapa Nui. Billets obligatoires, guides certifiés, des règles parfois ignorées par des visiteurs au grand regret des habitants. Car ici, au-delà du tourisme, il s'agit avant tout de préserver un héritage culturel et historique unique. On est dans une grotte qui s'appelle Anakaken. C'est une grotte avec bien sûr 2 fenêtres qui regardent à la mer. Et bon, la tradition orale il dit qu'ici c'était des grottes qu'on appelle Anakio. Anakio, c'était des grottes qu'ils ont utilisées pour se cacher dans la guerre. Et aussi, cette grotte, il était utilisé après avec les contacts européens, après 1522. Il y avait une époque aussi, 1862, il y a des Péruviens qui sont venus ici pour prendre des gens comme des esclaves. Des récits transmis de génération en génération que les guides s'attachent à faire vivre auprès des visiteurs. Alors c'était comment? Très bien. Et dès qu'on fait 3 mètres, même pas, on revoit le jour de l'autre côté, par les ouvertures. Oui, c'est très court, donc ça se passe très bien. Des petits coups à la tête, mais avec le chapeau, ça passe. Si tu fais comme ça, c'est 2 siècles, 3 siècles comme ça, tu vois. Est-ce que c'est le même siècle? Ce petit bout noir avec ce petit bout noir. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Bah oui, qu'un siècle d'histoire, c'est ça. Mais face à l'augmentation du nombre de visiteurs, la régulation devient un enjeu majeur pour les autorités locales. La gestion, l'administration finalement du parc a été donnée donc par une présidente en 2017, une antérieure présidente. Et donc, parce qu'avant les 40 dernières années, la gestion du parc national, Rapa Nui, était gérée par une institution forestière, qui appartenait à l'État. Donc finalement, c'est une fierté pour nous d'aujourd'hui être nous-mêmes ceux qui gèrent et administrent notre propre patrimoine culturel et archéologique. Une manière pour les habitants de reprendre le contrôle de leur patrimoine et de leur image. Plus de personnel, plus de contrôle, mais aussi une volonté affirmée, préserver un patrimoine unique face à une fréquentation touristique toujours plus importante. À Rapa Nui, protéger l'île, c'est aussi affirmer une identité et faire du tourisme un allié plutôt qu'une menace. Voilà pour l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Votre soirée se poursuit avec votre documentaire Polynésie, le pouvoir des plantes, consacré aux vertus du goyavier, puis votre film Fiançailles à la grecque, avant l'intégrale de la soirée du 2 juillet du Heivaï-Tahiti 2026. Demain, vous retrouverez Mika Delattre. Passez une excellente soirée et bon début de semaine à tous. À bientôt sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.